Protagoras, environ 481 à 411 avant Jésus-Christ, était originaire d'Abdère en Thrace. Il enseigna dans plusieurs cités grecques, en particulier en Sicile et en Italie continentale, et fut un professeur célèbre. À Athènes, il fut en contact avec, entre autres, Périclès et Euripide. Platon lui consacra son dialogue Protagoras. Il a laissé divers écrits, tels que Sur les dieux et Traité de la vérité ou Discours terrassants. L'affirmation de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, peut s'interpréter comme une thèse épistémologique. Les choses ne se révèlent pas aux hommes telles qu'elles sont. Ce sont seulement certains aspects ou propriétés des choses qui à un certain moment se présentent à eux. Par exemple, un marteau dans la main d'un charpentier est un outil pour enfoncer un clou. Il est pratique ou difficile à manier, léger ou lourd. Pour un physicien, le marteau posé sur une table d'observation est un objet physique qui n'est ni pratique ni facile à manier, mais qui a une certaine structure moléculaire et certaines propriétés physiques, telles que poids, élasticité, etc. Pour un marchand, le marteau sur le comptoir est un produit qui a un prix déterminé et rapportera un bénéfice déterminé, un produit qu'il est plus ou moins facile de vendre ou de stocker. C'est pour l'instant notre interprétation. Si nous avons correctement interprété sa thèse, Protagoras dit que l'homme est la mesure des choses en tant qu'elles apparaissent toujours aux hommes d'une façon déterminée par les circonstances ou les fonctions dans lesquelles ils se trouvent placés à un moment donné. Cette idée implique une sorte de perspectivisme épistémologique. Notre connaissance est toujours conditionnée par notre point de vue à un moment donné, point de vue sur lequel elle est fondée. Ce type de perspectivisme implique un pluralisme épistémologique. Il y a une pluralité de façons de voir les choses. Ce perspectivisme exprime aussi un relativisme. Notre connaissance des choses ici est déterminée par nos activités ou nos situations. La connaissance est relative à notre situation. Cela veut-il dire que nous ne pouvons distinguer le vrai du faux ? Pas selon notre présentation de cette thèse. Habituellement, deux charpentiers seront capables de savoir quel marteau est le mieux adapté à une tâche particulière, étant donné que leurs mains, les forces de leurs bras, etc. sont assez semblables. Et habituellement aussi, deux scientifiques pourront facilement s'accorder sur le poids spécifique d'un objet, son élasticité, etc. En d'autres mots, ce genre de perspectivisme, pluralisme, relativisme, lié aux diverses situations et professions, n'implique pas la suppression de la distinction entre le vrai et le faux. En tant que charpentier, nous pouvons dire le vrai aussi bien que le faux au sujet du marteau. La même remarque vaut pour les scientifiques, les marchands, etc. Lorsque nous parlons d'un objet dans une situation particulière tel qu'il apparaît dans cette situation, d'un marteau par exemple, nous disons vrai pour autant que nous disons de quelle manière apparaît l'objet dans cette situation. C'est de l'objet lui-même, par exemple du marteau que nous parlons, et pas d'un objet imaginaire. Mais si l'objet ne se révèle lui-même que selon certaines perspectives, comment peut-on savoir que c'est du même objet, le marteau que l'on parle quand on passe d'une perspective à une autre ? On pourrait répondre en montrant qu'en réalité les différentes perspectives se rejoignent. Un charpentier n'est pas seulement un charpentier, il est aussi impliqué dans des rôles familiaux, comme père, fils ou frère, aussi bien que dans des relations commerciales, par exemple avec le fournisseur de matériaux de construction ou avec ses clients. Il y a des chevauchements et des transitions fluides entre les perspectives, c'est pourquoi on peut reconnaître le même objet, comme le marteau, dans des contextes différents. Comment peut-on dire tout cela ? Ce que nous venons de dire sur le perspectivisme constitue-t-il une vérité elle-même, dépendante d'une certaine perspective ? Si nous répondons oui, nous rendons relatif ce que nous avons dit. Nous nous approchons du scepticisme. Si nous répondons non, nous limitons le perspectivisme à notre connaissance des choses. Quand il s'agit de réflexion théorique, nous ne postulons pas le perspectivisme. Nous venons de librement interpréter Protagoras, mais l'un de ces fragments indique qu'il voulait étendre le perspectivisme au-delà de la connaissance des choses afin d'y inclure la réflexion théorique. Il y a sur tout sujet deux discours mutuellement opposés. Est-ce que sa façon de poser comme un fait que les gens ne sont pas d'accord, sans pour autant vouloir décider s'ils disent ou non la vérité ? Ou bien dit-il qu'il est possible dans tous les cas de formuler comme également vrai, deux propositions contradictoires vraies dans le même sens et traitant de la même question. Si la première thèse n'est pas un problème philosophique, mais simplement une affirmation un peu dogmatique sur la réalité de l'état des choses. Les gens se contredisent les uns les autres. La seconde, en revanche, en est un
Que signifie la thèse selon laquelle deux affirmations contradictoires sont toutes deux vraies dans le même sens? Et cette thèse s'applique-t-elle à elle-même? Si oui, il est alors possible d'en formuler une négation qui soit vraie elle aussi. Mais alors, qu'affirme vraiment cette thèse? On est dangereusement proche d'un scepticisme qui se dissout de lui-même. Protagoras dit aussi, touchant les dieux, je ne suis pas en mesure de savoir ni s'ils existent, ni s'ils n'existent pas plus que ce qu'ils sont quant à leur aspect. Trop de choses nous empêchent de le savoir. Leur invisibilité et la brièveté de la vie humaine. Ce fragment pose aussi qu'il y a une limite à la connaissance humaine. Nous ne pouvons savoir si les dieux existent ou à quoi ils ressemblent. Mais il ne met pas en question la capacité cognitive humaine au point que lui-même, ou plutôt le doute qu'il exprime, soit mis en question. Nous avons interprété la proposition selon laquelle l'homme est la mesure de toute chose, comme la thèse selon laquelle les choses apparaissent toujours d'une manière qui est, à tout moment, déterminée par la situation dans laquelle se trouvent les êtres humains. Mais nous passons sans cesse d'une situation à une autre. Cependant, si le point de vue dépend du statut social ou de l'appartenance à une classe économique déterminée, de sorte que la transition entre les différents points de vue de base soit aussi difficile que celle d'une classe à une autre, il en résulte une thèse sociologique sur les difficultés fondamentales de communication dans la société. Et si les gens des différents groupes ou classes ne peuvent pas se comprendre, alors une communication ouverte dans l'arène politique ne sera pas possible. Si de plus il y a des qui sont où, il y a des conflits d'intérêts fondamentaux entre les groupes sociaux, la politique se caractérisera à la fois par le conflit lui-même et par un manque de compréhension mutuelle. La politique, en tant que discussion et gouvernance rationnelle, n'aura alors lieu que lorsque les conflits d'intérêts socialement déterminés et les conflits de compréhension auront disparu avec les classes sociales. Nous voyons encore que l'énoncé de Protagoras peut conduire à différentes théories. Nous n'évaluons pas ici s'il est raisonnable d'attribuer ces interprétations à Protagoras, nous essayons seulement de trouver des interprétations possibles qui représentent des points de vue épistémologiques ou politiques intéressants. Si par exemple nous changions notre interprétation première, l'interprétation sociologique basée sur les différences de classe, en remplaçant classe par nation, peuple ou époque, nous aurions alors une théorie dans laquelle chaque nation, chaque peuple, chaque époque comprendrait les choses à sa manière. La communication entre nations et entre peuples, ou entre les humains du temps présent et ceux des siècles passés, deviendrait un problème. Si nous disions que les points de vue de base reposaient sur l'âge, le sexe ou l'ethnie, alors nous en arriverions aux théories sur le fossé des générations, sur le manque d'entente entre les sexes, ou sur l'échec de la communication entre les ethnies, entre les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, les noirs et les blancs. Oh, l'Orient est ça. Oh, et l'Orient est là, et l'Occident est à l'Occident, et jamais les deux ne se rejoindront. Il est à noter que jusqu'ici, nous avons parlé de groupes de gens plutôt que d'individus. Nous avons parlé des façons différentes selon lesquelles les choses apparaissent pour des groupes de professions différentes, des classes sociales différentes, des nations différentes, des groupes d'âge différents, des sexes différents et des ethnies différentes. On peut aussi considérer que la thèse de Protagoras sur l'homme comme mesure de toutes choses signifie que ce sont les individus qui, sur la base de leurs propres expériences et de leur propre situation, estampillent les choses à leur propre image, pour ainsi dire. L'individu est la mesure de toutes choses. On peut remarquer que le monde n'est pas le même pour ceux qui sont heureux et pour ceux qui sont malheureux, pour les paranoïaques et pour les mystiques. On sait que cette thèse, en tant que thèse psychologique, est correcte jusqu'à un certain point. Mais si elle est rendue plus radicale par l'affirmation que toute connaissance dépend du point de vue, c'est-à-dire est déterminée par les différents présupposés des individus, alors nous nous confrontons à nouveau à un pangola, à un paradoxe, lorsque cette même affirmation est utilisée contre elle-même. N'est-elle de même qu'une expression de la manière selon laquelle le problème apparaît à une certaine personne ? Jusqu'ici, nous avons traité la thèse de l'homme mesure de toute chose comme une thèse épistémologique, comme une question sur la manière dont les choses apparaissent aux êtres humains. Mais on pourrait aussi l'interpréter comme une thèse concernant les normes. L'homme est la mesure de toute chose, elle est de toute chose pour autant que la valeur ou l'importance des phénomènes est relative à l'homme, dans un sens ou dans un autre. On pourrait dire, par exemple,
que les choses ne sont en elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises, mais seulement bonnes ou mauvaises et relativement à un être humain ou un groupe d'êtres humains. L'argument de Protagoras selon lequel nous ne pouvons rien savoir des dieux est double. Le divin est au-delà de la perception, et la vie humaine est courte. Le premier argument ne dit pas que le divin n'existe pas, mais que l'homme ne peut pas le percevoir. Cela implique que la perception est une ou la base fondamentale de l'expérience humaine. Les platoniciens, par exemple, argumenteraient contre un tel point de vue. Le second argument, selon lequel la vie humaine est courte, semble impliquer que si la vie était plus longue, nous serions capables de comprendre davantage le divin dans ce cas. Cet argument admet à la fois que le divin existe et que sa connaissance augmente, d'une façon ou d'une autre, avec une vie plus longue. Dans ce contexte, la thèse selon laquelle une opinion est toujours accompagnée d'une opinion contraire peut s'interpréter comme une critique indirecte de l'acceptation non questionnée des normes existantes. Qu'elles soient éthiques ou politiques, il y a des normes différentes qui peuvent être également acceptées. Mais cet argument peut aussi être utilisé pour servir la tradition. Les normes traditionnelles sont aussi bonnes que les autres. Si la thèse agnostique peut s'interpréter comme un argument contre le fait de fonder les normes éthico-politiques de base sur l'autorité divine, cette thèse sur les opinions contraires peut sans doute s'interpréter comme un argument contre la tentative de fonder immédiatement les normes éthico-politiques sur la tradition dominante. L'une des interprétations de la thèse sur l'homme comme mesure de toute chose implique que c'est la société qui est l'ultime cour d'appel pour les questions normatives. Le cœur de cette thèse est que les valeurs et les normes sont valides pour la société dans laquelle elles sont enracinées, mais non pour d'autres sociétés. C'est à la fois relativiste et absolutiste au sens où l'on dit qu'un ensemble de normes et de valeurs est valide pour la société dans laquelle ces normes et valeurs sont bien établies. Mais que pour d'autres sociétés, ce sont d'autres valeurs et d'autres normes qui sont valides. Quand nous jouons aux échecs, nous devons respecter les règles des échecs. Mais quand nous jouons au rami, nous suivons des règles différentes, celles du rami. Le fait que certaines règles sont valides à Athènes ne s'oppose pas à celui que des règles différentes, peut-être contradictoires, sont valides en Perse. Nous avons là une confrontation entre deux points de vue fondamentaux sur la loi. Le premier affirme que la loi valide est celle qui est en vigueur à un moment donné, c'est la loi positive. Le second affirme qu'elle est différente de la loi existante. Elle en appelle à une connaissance donnée naturellement de la loi. Dans des discussions ultérieures, nous traiterons du conflit entre le positivisme juridique et la philosophie du droit naturel. Nous verrons que Socrate et Platon, à partir d'une conception particulière du droit naturel, argumentent justement contre les tendances positivistes que l'on trouve chez les sophistes. La question est de savoir si les êtres humains ont accès, d'une façon ou d'une autre, à des normes universelles, à la connaissance de quelque chose qui est universellement juste et vrai, au-delà de la tradition et de ce qui a été transmis. Les sophistes ont soulevé un très grand nombre de questions liées à l'éthique, aux sciences sociales et à l'épistémologie. Questions avec lesquelles nous avons vécu depuis, telles que les problèmes complexes du relativisme et de l'absolutisme, du droit et de la force, de l'égoïsme et de l'altruisme, de l'individu et de la société, et de la raison et des sentiments. Pour énumérer quelques termes clés, nous verrons que Socrate et Platon prirent part à ce débat autour des sophistes. La théorie platonicienne des idées peut se voir comme une tentative de construire une réponse positive à la question de savoir si un ordre éthico-politique universel existe. Elle est en ce sens un argument contre le scepticisme des sophistes.